Existe-t-il en réalité un pouvoir local en Israël? C'est qu'en réalité, les mairies n'ont pas vraiment d'indépendance. Chaque chose doit recevoir l'aval du gouvernement. Donc, si on est déjà dans une fausse décentralisation, alors autant laisser le ministère des Finances réorganiser cela, puisque de toutes les façons, de facto, apparemment, c'est le gouvernement qui gère. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec l'ancien député Yom Tov Khalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, on va parler de l'actualité, on va dire plutôt économico-politique brûlante, et cette grève dans les pouvoirs locaux en Israël qui a été provoquée par le projet de loi déposé par Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, qui veut faire voter la création d'un fonds sur les taxes municipales. Alors on a beaucoup de mal à comprendre un peu le commun des mortels ce qu'est exactement cette taxe et à qui elle profite. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre ? Oui, bien sûr. En Israël, nous payons une taxe qu'on appelle la Arnona, aussi bien sur les logements que sur les bureaux et les locaux commerciaux. Et en réalité, il y a deux barèmes, deux tarifs. Le tarif des logements et le tarif des locaux commerciaux. Le tarif des locaux commerciaux est assez élevé et généralement est le tarif qui intéresse le plus les mairies, puisque c'est de ce tarif qu'elles bénéficient donc du plus d'entrée d'argent, tandis que les tarifs des logements est beaucoup plus bas et généralement provoque chez les mairies un déficit, puisqu'en réalité, quand une mairie construit des logements, elle ne doit pas construire que les logements, elle doit construire les jardins d'enfants, par exemple, pour les habitants de ces logements et toutes les infrastructures autour, alors que pour les locaux commerciaux, cela ne demande pas d'investissement particulier de la mairie, si ce n'est les infrastructures générales. Et donc les mairies qui ont la possibilité ont cette tendance à privilégier la construction de locaux commerciaux sur les logements. Et en Israël, il y a une grave crise du logement, on le sait, ces 10 dernières années, et ce qui a créé en réalité donc une sorte d'écart entre des villes très riches qui bénéficient beaucoup de locaux commerciaux, mais qui sont en réalité des mauvais élèves en ce qui concerne la construction de logements privés, donc d'habitation, et d'autre part d'autres villes souvent ne se trouvant pas forcément dans le centre du pays, qui elles n'ont pas forcément une possibilité de construire des locaux commerciaux car ils ne sont pas on va dire dans des zones centrales qui attirent les entreprises à s'y installer, et donc qui au contraire sont des bons élèves sur la construction de logements, donc aident à faire baisser les prix du logement, mais qui sont des mairies ultra déficitaires à cause de cela. Et donc le principe de la loi proposée par Smotrich est de recréer un certain équilibre entre les deux, c'est en réalité faire une caisse commune, et que les mairies, par exemple, on va prendre l'exemple le plus simple, la ville de Tel Aviv, qui est une ville qui a des centaines de milliers de mètres carrés de tours, de bureaux, de locaux commerciaux, et donc qui est ultra, j'ai envie de dire, riche, et reverse pour aider une ville comme par exemple Beth Shemesh, qui se trouve pas si loin de ça que Tel Aviv, où il n'y a pas beaucoup d'immeubles de bureaux, mais qui est une ville qui a triplé sa population ces dernières années, et qui continue de construire énormément de logements, et qui a besoin de cet argent pour surmonter le coût qui est pour les mairies de construire des logements pour des habitations pour la population. Alors, si je comprends bien, en fait, Bezalel Smotrich, qui est pas véritablement un socialiste, on peut dire, vient proposer une loi qui est à caractère socialiste, qui est à caractère équitable, distribuer redistribution des richesses en partageant c'est un peu le Robin des Bois du gouvernement, qui viendrait prendre un peu aux riches pour donner un petit peu plus aux pauvres. Alors, c'est ce qu'on appelle en hébreu le tzedek chalukati, on veut dire la justice de partage. Il y avait eu par le passé en Israël quelque chose de similaire avec les kibbutzim notamment, qui ont bénéficié depuis la création de l'État d'Israël de terrain, contrairement aux villes de développement. Et il y a déjà un système de répartition d'Arnona, par exemple, des terrains de kibbutzim vers les villes de développement, autour d'Imona, Arad, toutes ces villes de développement qui n'ont pas forcément bénéficié de ce que les kibbutzim, ou ce qu'on appelle les conseils régionaux bénéficient. Ça a déjà existé par le
passé. Je suis pas sûr que ce soit totalement du socialisme, puisque c'est une réorganisation fiscale. Après, il y a un grand problème autour de la Arnona qui est plus profond. Alors attendez, je voudrais vous, oui. là vous poser une question, parce que si vous étiez maire d'une ville riche, est-ce que vous aimeriez que le gouvernement vienne vous prendre une partie de vos revenus et les redonne à une autre municipalité, alors que vous en avez besoin peut-être aussi pour aider à votre population? Peut-être que la population de Tel Aviv peut bénéficier de réduction de taxes municipales ou de meilleurs services sociaux, etc. C'est pas tout à fait... C'est-à-dire, le gouvernement, au lieu de venir aider avec son budget les municipalités les plus pauvres, dit aux plus riches, donnez aux plus pauvres. C'est pas tout à fait correct, non? Oui, c'est exactement la critique menée par Chaim Bibas, qui est le chef du réseau des pouvoirs locaux, des communes locales, du pouvoir local. Moi, je l'entends, cette critique, et je crois qu'elle a un fondement, mais qui est pas tantôt sur cette réforme, mais plus sur quelque chose de plus profond. Et elle est sur l'indépendance en réalité des municipalités. Et existe-t-il en réalité un pouvoir local en Israël? Parce que, vous savez, officiellement, les mairies n'ont même pas la vraie possibilité de gérer les taux d'Arnona. Quand une mairie veut augmenter l'Arnona, il faut qu'elle ait l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Et chaque année, en réalité, ils demandent des augmentations, mais ça passe par l'aval gouvernemental. Donc, est-ce vraiment un impôt local? Israël a voulu, mais pourquoi pas finalement? C'est juste comme beaucoup de pays dans le monde, décentraliser, c'est-à-dire faire passer une partie des prérogatives nationales du pouvoir central national en pouvoir local, mais en réalité, certains parlent d'un bluff. C'est qu'en réalité, les mairies n'ont pas vraiment d'indépendance. Chaque chose doit recevoir l'aval du gouvernement. Donc, si on est déjà dans une fausse décentralisation, alors autant laisser le ministère des Finances réorganiser cela, puisque de toutes les façons, de facto, apparemment, c'est le gouvernement qui gère. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut vraiment décentraliser. Et oui, parce que c'est-à-dire que oui, donner par exemple aux maires des villes la vraie capacité de gérer leur Arnona, y compris le taux d'Arnona, et pour que lorsque nous votons par exemple au municipal, nous pouvons voter en connaissance de cause. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent par exemple de payer beaucoup d'Arnona. Nous sommes, vous et moi, Daniel, je crois, Yerushalmim, nous payons l'Arnona la plus chère de ce pays. Mais est-ce que nous pouvons reprocher cela à notre maire, par exemple, alors que, par exemple, s'il veut baisser, il n'a pas officiellement la possibilité de baisser l'Arnona puisqu'il doit recevoir l'autorisation du ministère. Donc, on a un vrai problème, et c'est ça en fait la critique qui est faite aussi contre Smotrich. C'est vrai qu'il faut réformer l'Arnona, mais là, comme souvent comme on fait en Israël, on fait une petite réforme, on fait ce qu'on appelle en hébreu un plaster, c'est-à-dire une petite réforme ultra centrée sur un seul point. Alors peut-être qu'il faudrait faire ici une réforme en profondeur de toute la politique d'Arnona. Si on décentralise, alors peut-être le faire à fond, peut-être réorganiser aussi les municipalités. Par exemple, une ville comme Tel Aviv, on va revenir sur ça, qui est une ville extrêmement riche, mais qui est aussi une métropole. Ainsi, Tel Aviv bénéficie et souffre du fait que tous les jours, en réalité, dans Tel Aviv se baladent pas que des Tel Aviviens, mais en fait une population qui vient dehors de la ville. Dans beaucoup de villes dans le monde de ce genre, on a créé des métropoles urbaines. Justement parce qu'on comprend que la population n'est pas uniquement celle de la ville, mais de toute l'agglomération. Et les besoins ne sont pas seulement ceux de la ville, mais de toute l'agglomération. Et là, ça serait peut-être un peu plus juste si, par exemple, le maire de Tel Aviv n'était pas seulement le maire de Tel Aviv, mais celui de toute la métropole. Et donc, ça, Arnona se répartirait pas seulement qu'avec les 400 000 ou 450 000 habitants de Tel Aviv, mais peut-être avec les 3 millions de gens dans toute l'aire urbaine qui est autour de Tel Aviv. Alors, ça serait beaucoup plus peut-être cohérent alors que ce genre de rééquilibrage. Mais ça demande une réforme en profondeur. Et comme toujours, on a eu ici et là des ta'anot comme quoi ceci aurait été lié aux villes ultra-orthodoxes contre les villes laïques plus riches, comme Tel Aviv, et les villes ultra-orthodoxes plus pauvres. Et là encore, ça a ressorti le ressenti qui existe ces derniers mois en Israël entre, j'ai envie de dire, les deux grands courants de la population, celui que représente la majorité et celui que représente l'opposition. Est-ce que finalement, il n'y a pas derrière cela un véritable bras de fer entre
on va dire le pouvoir central, le gouvernement, et les pouvoirs locaux, alors que ceux-ci, il faut bien l'avouer, dans la période de crise que l'on a vécue ces 4 dernières années, eh bien, ont représenté une forme d'îlot de stabilité par rapport à un gouvernement qui a été modifié, un budget de l'État qui n'était pas voté. Les pouvoirs locaux ont considérablement renforcé leur, on va dire, leur représentativité. Et, pourquoi finalement ne pas aller plus loin ? Vous avez totalement raison, Daniel. Moi, je suis de ceux qui pensent. Et déjà, lorsque nous étions à la Knesset, nous avions, par exemple, sur l'éducation, par exemple, nous avions une réforme qui proposait de laisser au pouvoir local la manière de gérer l'éducation dans la ville. Et d'autres prérogatives. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils seraient les très loin des autres puissances mondiales, des autres démocraties de l'OCDE au niveau de la décentralisation. Nous avons du retard. En Israël, nous n'avons pas de région, contrairement à ce que nous connaissons en France. Nous n'avons presque pas de département en réalité. Nous n'avons pas ni de conseils régionaux ni de conseils départementaux. Et nos mairies, c'est le seul pouvoir local qui existe. En réalité, sont en plus, c'est un presque de pantin du gouvernement. Et il y a autre chose, une critique sur l'Arnona qui est très vraie. Vous savez, paradoxalement, toutes les impôts en Israël n'ont pas augmenté, les impôts nationaux, la TVA et l'impôt sur le revenu n'a pas augmenté ces dernières années. Et par contre, l'Arnona augmente quasiment chaque année. Beaucoup de gens critiquent cela et en réalité, ils disent que l'Arnona, le pouvoir central utilise l'Arnona pour augmenter les impôts indirectement sans recevoir les critiques. Vous savez, lorsque l'Arnona augmente, on a tendance, de manière peut-être juste, de se plaindre contre sa mairie, contre son maire et pas contre le gouvernement. Et donc, moi je dis, si en réalité c'est où l'État veut décentraliser, alors l'État doit se retirer totalement des décisions, ou presque totalement des décisions concernant l'Arnona et ce qu'on en fait, ou l'État centralise, alors elle doit assumer, et lorsqu'elle augmente par exemple l'Arnona, eh ben, il doit aussi recevoir les critiques du public qui n'aime pas, nous le savons, les augmentations d'impôts. Alors on l'a bien compris, c'est très intéressant comme dossier. Je voudrais qu'on aborde avec vous maintenant très rapidement, il nous reste 10 minutes et on a plusieurs sujets à évoquer. Une réponse rapide s'il vous plaît, Yom Tov, sur l'opération militaire israélienne, bouclier et flèche, vous pensez qu'elle a été bien gérée ? Oui, je pense que oui. Enfin, surtout, pas seulement l'opération en soi, bien géré, mais le fait qu'il y ait eu une opération. Premièrement, parce qu'il y avait ces derniers mois une situation qui est inacceptable, qu'il y ait des roquettes qui soient lancées sur Israël sans réaction ou presque sans réaction, chose qui était, par exemple, n'était pas le cas dans le précédent gouvernement. Il n'y avait pas de situation où il n'y avait pas de réaction et là, ça a mis fin à cette amalgame presque qu'on pouvait tirer sur Israël. Et rester immunisé, j'ai envie de dire, d'avoir bénéficié d'une immunité de non-réaction parce que le Premier ministre ou le gouvernement actuel n'aime pas se lancer dans des opérations militaires. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait une opération et c'est une bonne chose qu'il y a eu la reprise de ce qu'on appelle les éliminations ciblées. C'est quelque chose de capital pour la sécurité d'Israël, que ces terroristes sentent qu'ils sont en danger immédiat d'élimination pour qu'ils arrêtent leur entreprise terroriste. Alors, après, ça, ce sont les deux bons points. Un point plus compliqué, qui est plus profond, c'est de comprendre qu'en réalité, le djihad islamique, le Hamas, le Hezbollah sont des proxys de l'Iran. Il y avait une théorie qui avait été développée par Bennett lors du dernier gouvernement, c'est qu'il faut arrêter de taper uniquement sur les pointes de la tentacule, c'était l'image qu'il avait donnée, mais qu'il fallait taper la tête de la bête, qui est l'Iran. Et j'espère qu'Israël le fait, car en réalité, c'est une vraie guerre que l'Iran nous mène par l'intermédiaire de ces groupes terroristes. Alors, si vous étiez conseiller de Benyamin Netanyahou, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire concernant la réforme judiciaire ? De l'arrêter, de la geler totalement aujourd'hui, ou d'aller de l'avant, même si on ne parvient pas à un compromis, même si ce matin les informations sont peut-être un petit peu plus optimistes. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Il l'a gelé de facto et selon certains membres de son parti, comme Tali Gottlieb, il l'a enterré cette réforme. Si c'est le cas, je pense que c'est fâcheux, car il y a besoin de faire une réforme de la justice. Il y a ici aussi une occasion de la faire, puisqu'il y a une majorité claire à la Knesset qui soutient cette réforme. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut agir pour en faire plus de ce qu'on appelle de hasbara, c'est-à-dire pour que le public dans son ensemble comprenne, peut-être aussi plus cibler la réforme sur les vrais sujets et moins sur les aspects personnels comme ce
qu'on a appelé la loi Deri numéro 2, les lois personnelles concernant Netanyahou et se focaliser sur les sujets qui n'ont aucun lien personnel direct ou indirect avec les affaires des uns et des autres, les affaires judiciaires de Deri, Netanyahou, etc. Faire de l'explication au public et oui, faire passer une réforme. Si possible, et moi je pense que c'est mieux que ce soit sur une assise plus large que sur celle de la coalition, si possible avec un accord avec le parti de Gantz, notamment, qui est en tout cas pour l'instant le seul parti qui a fait un certain effort pour montrer qu'il était constructif et qu'il était pour une entente. Mais s'il n'y a pas d'entente en réalité, pour moi en tout cas, et je suis aussi un démocrate, ça serait assez fâcheux qu'une majorité en place n'arrive pas à réformer. Okay. Ça voudrait dire qu'on va aux élections, on vote et en réalité, parce que cela ne plaît pas à je ne sais pas moi, à certaines élites, alors on ne peut pas réformer. Pour moi, ça serait fâcheux. Donc, il faut évidemment trouver un équilibre, mais réformer en se focalisant sur les vrais sujets et pas sur les sujets personnels. Et je pense que c'est souvent ça l'erreur qui est faite par Netanyahou et par le Likoud, c'est de s'occuper d'abord avant tout des petits intérêts personnels, la loi sur les cadeaux, Rogabatanot, les lois, etc., plutôt que de s'occuper du vrai sujet, qui est plus la tendance, je crois, de Yariv Levin personnel. Alors, dernier point avec vous, Yom Tov, vous étiez la semaine dernière à Djerba pour participer aux festivités de l'Akba Omer et de facto, vous avez aussi été le témoin, ou pas exactement, dites-nous, vous allez nous le dire, de ce qui s'est passé, de cette fusillade qui a coûté la vie à deux juifs, Benjamin et Aviel Haddad, Zichronam Livracha, et à deux policiers tunisiens. Racontez-nous ce que vous avez vu. Trois policiers tunisiens, il me semble. Oui, peut-être. Écoutez, nous étions à Djerba avec mon fils. Mon fils, c'est la première fois en Tunisie. Moi, je connais bien la Tunisie, même si c'était la première fois que je participais au pèlerinage en soi de Djerba. Tout se passait très bien jusqu'à cet attentat. Il y avait un pèlerinage plutôt réussi avec plus de 5 ou 6 000 personnes, dont une grande partie venant d'Israël. Des rabbinim venus d'Israël, comme le Rav Raphaël Cohen de Tzfat et d'autres, et des personnalités, etc. Un moment de ferveur qui est très important pour la communauté juive tunisienne et même au-delà, qui a malheureusement été gâché par cet acte. Nous étions en train de faire la prière de Harvit donc à la fin du deuxième jour de ce pèlerinage, après il y a une procession qui est menée là-bas devant la synagogue de la Griba. Nous rentrions de la procession et nous avons commencé à faire la prière d'Arvit, comme nous avons entendu des coups de feu qui n'étaient pas tout à proximité du bâtiment de la synagogue où nous nous trouvons, mais un peu plus loin, en tout cas comme nous les avons entendus. Et nous nous sommes retrouvés donc confinés, enfermés donc dans la synagogue pendant plus de 2 heures. Vous avez tout de suite compris ce qui se passait ? Nous avons compris tout de suite que c'était des coups de feu, mais nous ne savions pas de quoi il s'agissait, où se trouvaient exactement les coups de feu. Nous les entendions au loin, mais sans comprendre exactement c'était où au début. Et nous n'avons pas eu aussi d'informations tant que nous étions à l'intérieur. Nous avions nos téléphones et donc nous recevions des informations par nos téléphones, par Internet, etc. Alors évidemment, il y a eu un mouvement de panique des premières minutes, des cris, puisque les gens ont entendu les coups de feu, et notamment les femmes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ça s'est organisé, qu'on a fait rentrer les femmes et les enfants dans la partie la plus intérieure de la synagogue, puisque la synagogue a deux salles, dans la salle la plus intérieure, pour rassurer. Évidemment, toutes les fenêtres, toutes les portes ont été fermées. Il y a eu deux heures assez longues d'attente, assez difficiles aussi. Il faisait chaud aussi dans la synagogue. À un moment donné, je me suis personnellement, je suis sorti pour aller demander des bouteilles d'eau socialement pour les femmes et les enfants qui se trouvaient dans la synagogue et qui souffraient de la chaleur, et aussi évidemment de la panique liée à la situation. Et après seulement par la suite, nous avons compris ce qui s'est passé. Il y avait dans la synagogue, nous étions entre 150 et 200 personnes. Dans la synagogue elle-même, il y a en face de la synagogue un ancien caravansérail beaucoup plus grand où se trouvaient tous les magasins, les restaurants et la salle la cour où il y a les spectacles, etc., où il y avait beaucoup plus de personnes, plus de 500 personnes, je pense.
et c'est ce qu'on appelle en fait, c'est tout le Mitram, c'est tout ça ce que compose l'Agriba, et toute cette zone était donc enfermée, confinée. L'attentat en lui-même a eu lieu dans le parking à l'entrée de ce Mitram, où il y a comme nous connaissons en Israël, un checkpoint, une sorte de marsum de la police qui vérifie les entrées. Et donc malheureusement la fête, le pèlerinage qui se passait comme je dis plutôt bien jusqu'à ce moment-là a été gâché par cet attentat mené par un policier tunisien radicalisé qui a d'abord tué un collègue à lui, sans arme, et prendre aussi son gilet pare-balles, ce qui a apparemment aussi provoqué un échange de tirs beaucoup plus fourni, puisqu'il avait un gilet pare-balles et donc n'a pas été abattu immédiatement, et donc ça a duré je crois plus de 2 minutes jusqu'à ce qu'il ait pu avoir sa neutralisation, et voilà, malheureusement deux nos frères, Aviel et Benjamin Haddad ont été assassinés dans cet attentat, et ainsi que 3 policiers tunisiens qui faisaient leur travail. Eh bien, Yom Tov, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin, de répondre à nos questions sur Radio Kalita. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt Yom Tov. Merci à vous Daniel, bonne journée.